Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de l'anatomie de la glande thyroïde. Alors la glande thyroïde, c'est en fait la glande endocrine la plus volumineuse de l'organisme. Elle est impaire et médiane et elle sera responsable de la sécrétion de 3 hormones, la T3, la T4 et la calcitonine, la calcitonine est responsable de la diminution du taux de calcium sanguin. Et en fait, elle sera située à la partie antérieure euh, de- du conduit laryngo-trachéal. Alors si on représente ici l'os hyoïde, on aura en dessous le cartilage thyroïdien, qui vont faire les deux parties du larynx. En dessous de ce cartilage thyroïdien, on aura le cartilage cricoïdien. Et puis, en dessous, on aura le début de la trachée avec les cartilages trachéaux. Ici le premier, le deuxième, le troisième, quatrième, le cinquième et le sixième. Voilà. Et le sixième. Et en fait, la thyroïde, elle va se placer en avant des deuxième, troisième et quatrième cartilages trachéaux. En fait, elle est composée de deux parties. Elle a la forme d'un H majuscule. Elle sera formée d'un isthme là qui va se placer en avant de ces trois cartilages trachéaux. Et puis, elle va s'étendre latéralement par des lobes, les lobes latéraux de la thyroïde. De la glande thyroïde, bien sûr. Et donc, c'est ça. Elle aura une couleur, son parenchyme aura une couleur rougeâtre. Il sera mou et friable. Et elle sera entourée d'une capsule adhérente. Entre les bords latéraux de ces deux lobes latéraux, on aura une distance de 6 cm. Et ces lobes latéraux, ils auront une hauteur de 6 cm. Quant à son isthme, alors l'isthme de la thyroïde, il aura 1 cm, 1 cm et demi de longueur sur 1 de large. Enfin, 1 cm et demi de haut. De haut, voilà, c'est 1 cm et demi. Et une largeur d'1 cm. L'isthme thyroïdien sera composé de deux faces, une face antérieure et une face postérieure, et de deux bords, le bord supérieur et le bord inférieur. Et il va également présenter un prolongement qu'on appelle le lobe pyramidal ou la pyramide de l'alouette, et c'est en fait un vestige embryonnaire. Il va se diriger en haut et à gauche, il sera situé à gauche de la ligne médiane. Les lobes thyroïdiens seront quant à eux formés de trois faces. Une face antéro-latérale, une face médiale et une face postérieure. En plus de ces trois faces, ils auront également un sommet. Alors le sommet du lobe thyroïdien, il sera allongé et mince, il sera effilé. Et en bas, on aura également un autre pôle, une base, un pôle inférieur ou une base qui sera plutôt renflé. Donc les lobes thyroïdiens auront trois faces, un pôle supérieur qui est leur sommet et un pôle inférieur qui est leur base. La thyroïde est en effet située entre les deux régions carotidiennes et en arrière de la région infrahyoïdienne. Cette dernière sera composée par un ensemble de muscles qu'on appelle les muscles infrahyoïdiens et qui sont les suivants. On va les représenter du plan le plus profond vers le plan le plus superficiel. On a d'abord un muscle qui va s'étendre entre la thyroïde et le sternum et qu'on va appeler le muscle sternothyroïdien. On aura un autre muscle qui est aussi profond mais qui est visible uniquement sur la partie supérieure qu'on appelle le muscle il va s'étendre entre la thyroïde et le cartilage. Il va s'étendre entre le cartilage thyroïdien et le cartilage hyoïde. Et on va l'appeler pour cette raison le thyroïdien.
On aura ensuite un muscle plus superficiel. On va le représenter de l'autre côté. Bien sûr, tous ces muscles sont pairs, mais j'ai choisi de les représenter sur un seul côté pour ne pas encombrer le schéma. Et donc on aura un muscle plus superficiel par rapport à ces muscles qui va s'étendre entre le cartilage hyoïde et le sternum et qu'on appelle le muscle sterno-hyoïdien. Le muscle sterno-hyoïdien, il est là. Un autre muscle sera ici présent. Il sera en fait situé entre ces deux plans. On l'appelle le muscle homohyoïdien. En fait, ce muscle il sera composé de deux faisceaux. D'un faisceau antérieur et d'un faisceau postérieur qui va se diriger postérieurement jusqu'à la région de l'épaule. Et ces deux faisceaux seront unis par un tendon, parce qu'en fait c'est un muscle digastrique, c'est effectivement un muscle digastrique, et donc ces deux faisceaux ils seront unis par un tendon. C'est ce qu'on appelle le muscle homohyoïdien. Ici je vais représenter très schématiquement les apophyses mastoïdes des muscles temporaux. Et sur ces apophyses mastoïdes, on aura l'insertion d'un muscle qu'on appelle le muscle sternocléido-mastoïdien qui va en fait s'insérer sur cette apophyse mastoïde et il va se finir sur le sternum et la clavicule qu'on n'a pas représentée ici. Donc voilà les muscles. Le sternocléido-mastoïdien, il ne fait pas partie des muscles infrahyoïdiens, mais les autres aussi. On va les nommer maintenant. Nous allons maintenant replacer ces muscles sur une vue latérale pour en avoir une vision plus nette. Le muscle le plus superficiel, c'est le muscle qui va s'étendre entre le cartilage hyoïde et le sternum. C'est ce qu'on appelle le muscle sterno-hyoïdien. Juste en dessous, on va retrouver deux muscles. Alors on a d'abord le sterno-thyroïdien qui est plutôt inférieur et le thyroïdien qui est un peu plus supérieur que ce dernier. On aura également le muscle qui sera composé de deux corps, le muscle digastrique, c'est le muscle homohyoïde. Il a d'abord son faisceau antérieur qui va passer en avant de la thyroïde, et puis on aura un tendon ici qui va l'unir à son faisceau postérieur qui va se diriger en arrière et qui va se finir au niveau de l'épaule. Le muscle le plus superficiel, c'est certainement le muscle sternocléido-mastoïdien qui va prendre son origine au niveau de l'apophyse mastoïde et puis il va se finir au niveau de la clavicule et du sternum. Donc là, c'est le sternocléido-mastoïdien. Ensuite, on a un autre muscle qu'on n'avait pas mentionné tout à l'heure sur une vue frontale. Mais là, on va en parler puisque c'est un rapport de la glande thyroïde. C'est en fait le constricteur inférieur du pharynx. Le constricteur inférieur du pharynx, il va s'insérer ici sur les deux cartilages, donc thyroïde et cricoïde du larynx, et il va passer en arrière de la thyroïde. Donc il est plutôt profond, c'est d'ailleurs le muscle le plus profond. On ne le voit pas, donc c'est en arrière. Et il est aussi en arrière du sternocléido-mastoïdien pour participer à la formation du pharynx. Il va le clôturer en bas, enfin l'encercler en bas. Donc voilà. Nous allons ici nous replacer sur une vue antérieure pour replacer deux muscles qui sont importants puisqu'ils vont déterminer un repère anatomique important lors de la trachéotomie.
Comme on avait dit, dans un plan profond, on a un muscle, c'est le muscle sternothyroïdien qui va s'étendre entre le sternum et le cartilage thyroïde. Il est là, il est assez profond. Ils sont pairs bien sûr, il y en a deux en fait, qui vont se placer ainsi. Et on a le muscle qui sera plus superficiel, qu'on appelle le muscle sterno-hyoïdien, et ensemble, qui va se placer un peu comme ça, il est plus superficiel. Et ensemble, ces muscles, ils vont délimiter ce qu'on appelle le losange de la trachéotomie. Leurs bords médiaux, les bords médiaux de ces deux muscles vont déterminer donc le losange de la trachéotomie. Ce losange va permettre de laisser libre le premier anneau trachéal, ici, ce qui va représenter un repère pour la trachéotomie, qu'on va faire entrer un tube ici. C'est ce qu'on appelle une trachéotomie sus-ismique. Il y a une possibilité, si dans ce même losange, on peut voir cet espace, on pourra faire ce qu'on appelle une trachéotomie sous-ismique. Et si on peut voir ni l'un ni l'autre, on va réaliser ce qu'on appelle une trachéotomie transismique. Il faut savoir en fait que la thyroïde aura une projection cervicale, une projection sur les vertèbres cervicales de C5 à C7. Donc on peut l'apercevoir sur des coupes qui vont passer par ces vertèbres-là. Et là, nous avons choisi la vertèbre C6 pour pouvoir étudier ces rapports. Donc nous allons faire une coupe en C6. Voici l'orientation de la coupe. Vous remarquez que c'est une orientation de coupe comme en imagerie, pas l'orientation classique des coupes anatomiques dans les livres d'anatomie. Donc là, c'est comme dans les coupes qu'on observe en imagerie médicale. Et nous avons donc notre vertèbre C6 avec ses foramen transversaires caractéristiques d'une vertèbre cervicale qui vont laisser passer les vaisseaux vertébraux de chaque côté. Nous avons représenté également de façon très schématique les muscles prévertébraux qui seront en avant de cette vertèbre, les muscles scalènes latéralement, les muscles de la nuque en arrière et le muscle trapèze qui est en fait le muscle le plus postérieur. Nous allons placer ici notre trachée avec l'arc cartilagineux de la trachée qui sera fermé en arrière par le muscle trachéal. Et en avant de cette trachée va siéger notre glande, la glande thyroïde avec ses deux lobes et son isthme. Et nous allons commencer un peu à parler de ces rapports. En fait, la trachée, sa face postérieure sera fixée à la face antérieure de la trachée. Donc la face postérieure de la thyroïde sera fixée à la face antérieure de la trachée par un ligament qu'on appelle le ligament thyrotrachéal médian. Latéralement, on aura également des ligaments. C'est ce qu'on appelle donc les ligaments latéraux médiaux de Kruber qui vont fixer les lobes latéraux à la trachée. En arrière, ou plutôt en arrière de la trachée, on aura l'œsophage. L'œsophage qui va présenter une petite déviation qui va délimiter avec la trachée un angle qu'on appelle l'angle trachéo-œsophagien, qui est ouvert à gauche et qui va laisser passer le nerf récurrent gauche. Le nerf récurrent droit, quant à lui, va en fait passer sur la face latérale la face latérale droite de l'œsophage. Là, 2 secondes, je vais juste arranger un petit peu le schéma pour montrer que ces lobes thyroïdiens vont s'étaler également en arrière. Voilà, ils vont partir comme ça, ils sont assez volumineux les lobes thyroïdiens. Et donc ce tout sera fixé par sera entouré par ce qu'on appelle la gaine viscérale du cou. La gaine viscérale du cou qui va solidariser la thyroïde, donc la glande,
avec les viscères cervicaux, à savoir trachée et œsophage. Ainsi, les faces médiales de la thyroïde seront en rapport avec les nerfs laryngés récurrents, d'une part, qui est un rapport très important à cause du risque de lésion en cas de chirurgie de la thyroïde, par exemple en cas d'ablation de la thyroïde, ce qu'on appelle la thyroïdectomie. Et donc, il y a un risque de lésion et forcément un risque de dysphonie puisque ces nerfs récurrents seront responsables de l'innervation de certains muscles du larynx. Et on sait que le larynx il a un rôle phonatoire et donc forcément une lésion de ces nerfs va se manifester par une dysphonie post-opératoire. Et puis, d'autre part, en plus de ces nerfs récurrents, cette face médiale elle sera également en rapport avec des organes de l'axe aérodigestif. D'abord, on a la face latérale de la trachée, du 1er au 5e anneau trachéal, qu'on peut mieux observer sur une vue latérale. Donc c'est ça, le premier anneau trachéal, ça c'est le 5e. Elle sera également en rapport avec le cartilage cricoïde, qui est ici, et le cartilage thyroïde, qui sera recouvert par le muscle constricteur inférieur du pharynx, qu'on avait représenté tout à l'heure. La face postérieure de la thyroïde sera en rapport avec d'abord les glandes parathyroïdes, qui sont en fait des petites glandes, en général au nombre de 4 qui sont situées à sa face, donc sur sa partie postérieure. Ici sur cette coupe on peut en voir, sur une coupe on peut en voir seulement 2. Et surtout avec les gaines vasculaires du cou. Alors ces gaines vasculaires carotidiennes vont en fait contenir le paquet vasculo-nerveux du cou, à savoir les veines jugulaires internes qui sont les plus latérales, la veine carotide commune ou primitive. En fait, cette gaine, elle va entourer la veine carotide primitive, ensuite la veine carotide interne. Parce que la veine carotide primitive, à la hauteur de C4, elle va se diviser en deux pour nous donner une veine carotide interne. La veine carotide interne qui va pénétrer dans la boîte crânienne et elle sera essentiellement responsable de la vascularisation du cerveau. Et la veine carotide externe qui est destinée principalement à la face. Et donc sur cette coupe en C6, on va bien sûr voir on aura affaire à l'artère carotide primitive ou l'artère carotide commune. Et puis dans cette gaine, on va également retrouver le nerf vague. Il est présent ici, plutôt postérieur. Et les ganglions de la chaîne jugulo-carotidienne qui seront présents dans cette gaine également. En arrière, juste en arrière, on va retrouver les chaînes sympathiques de chaque côté. Et donc voilà pour les rapports de la face postérieure. En avant, la gaine viscérale du cou sera en rapport avec les muscles infrahyoïdiens. On a d'abord donc le muscle le plus profond qui est le muscle sternothyroïdien. Un peu plus superficiel, on a le faisceau postérieur du muscle homohyoïdien. Et encore plus superficiel, on a le muscle sternohyoïdien. Ensuite, déjà vous remarquez que les muscles sternothyroïdiens et les muscles sternohyoïdiens ils vont se disposer entre les lobes et l'isthme, alors que le muscle homohyoïdien il est uniquement du côté des lobes thyroïdiens. Ensuite, plus superficiel, le muscle plus superficiel qui sera en rapport avec la thyroïde, c'est le muscle sternocléido-mastoïdien, qui sera disposé à peu près comme ça, le sternocléido-mastoïdien.
Nous allons maintenant voir les rapports superficiels de la thyroïde qui constituent en fait sa voie d'abord chirurgicale. L'élément le plus superficiel, c'est en effet la peau. La peau serait l'élément le plus superficiel dans ces rapports de la thyroïde. C'est bien entendu ici représenté d'une façon très schématique. Juste en dessous de la peau, on va retrouver le fascia superficialis. Le fascia superficialis va donc se placer juste en dessous de la peau. Et puis, juste en dessous de ce dernier, on aura le tissu sous-cutané. En dessous du tissu sous-cutané, on aura le positionnement d'un autre fascia. C'est en fait le fascia cervical qui sera, lui, composé de deux lames. Il sera d'abord composé d'une lame superficielle qui va entourer le sternocléidomastoïdien, les deux muscles sternocléidomastoïdiens, qui va les unir aux veines jugulaires antérieures. Ainsi, donc cette lame superficielle du fascia cervical sera étendue entre les muscles sternocléidomastoïdiens latéralement et les veines jugulaires antérieures en avant. Et ensuite, on aura une lame prétrachéale. Une autre lame du fascia cervical, c'est ce qu'on appelle la lame prétrachéale. Celle-ci, elle sera composée de deux feuillets. Un feuillet superficiel qui va englober le sterno-hyoïdien et l'homo-hyoïdien, bien sûr des deux côtés. Donc là, nous voyons le feuillet superficiel de la lame prétrachéale. Et elle aura également un feuillet profond. Le feuillet profond de la lame prétrachéale va engainer les deux muscles sternothyroïdiens et les sternothyroïdiens qu'on voit sur cette coupe et les thyroïdiens un peu plus haut qui ne sont pas visibles sur cette coupe. Et puis ces deux lames vont s'unir. Nous allons maintenant parler de la vascularisation de la thyroïde. Alors, nous avons ici représenté la crosse de l'aorte, de laquelle vont naître l'artère sous-clavière gauche, la carotide commune gauche, et à droite, on a le tronc brachiocéphalique qui va se diviser en carotide commune droite et en sous-clavière droite. À la hauteur de ces quatre, à peu près c'est à la hauteur du cartilage hyoïde, les deux artères carotides communes vont se bifurquer, elles vont se diviser pour donner les artères carotides externes et les artères carotides internes. Donc de chaque côté, on a une externe et une interne. Et il faut savoir qu'en fait, comme on l'avait cité tout à l'heure, cette carotide commune et même la carotide commune interne plus haut, elles seront englobées dans ce qu'on appelle cette gaine, elles seront contenues dans la gaine vasculaire et seront accompagnées par, en dehors par la veine jugulaire interne, les deux veines jugulaires internes, et un peu plus en arrière, le nerf vague, qu'on va représenter par la suite. En fait, le nerf vague va également participer à l'innervation de la glande thyroïde. Enfin voilà. Et donc en fait la vascularisation de la thyroïde va se faire, la vascularisation artérielle plus précisément, va se faire par l'intermédiaire de 5 pédicules. On a 2 pédicules supérieurs, 2 pédicules inférieurs et un pédicule inconstant. Alors les 2 pédicules supérieurs sont représentés par les 2 artères thyroïdiennes supérieures. On en a une à droite, une à gauche, et elles vont naître à partir de la carotide externe. Ce sont en fait les premières branches collatérales de la carotide externe. Elles vont donc naître ainsi et elles vont se diviser en 3 branches. Elles vont donner 3 branches terminales. D'abord une artère, une branche médiale qui va s'anastomoser avec, qui va s'anastomoser avec son homologue, voilà, pour former l'arcade sus-ismique. La deuxième branche de terminaison, c'est une branche de terminaison qu'on appelle la branche de terminaison latérale, qui va se terminer en fait à la face supérieure de la glande et qui va se charger de la vascularisation, qui va se charger de sa vascularisation. On aura également une branche de terminaison postérieure
qui va s'anastomoser avec son homologue venu de l'artère thyroïdienne inférieure. L'artère thyroïdienne inférieure qui va constituer le pédicule inférieur duquel on va parler tout de suite. En fait, le pédicule inférieur, il sera représenté par les deux artères thyroïdiennes inférieures qui vont venir de ce tronc qu'on appelle le tronc thyro-bicervico-scapulaire qui va provenir de l'artère subclavière. Et donc voilà, une branche de ce tronc sera représentée par l'artère thyroïdienne inférieure. Et cette artère thyroïdienne va également donner 3 branches de terminaison. On aura d'abord une branche inférieure qui va s'anastomoser avec son homologue, qui elle aussi va venir du tronc thyro-bicervico-scapulaire de la sous-clavière droite. En s'anastomosant, ils vont former ce qu'on appelle l'arcade sous-isthmique. On aura également une branche médiale qui va se distribuer à la partie superficielle du corps. Et enfin, une branche postérieure qui va s'anastomoser avec la branche postérieure de l'artère thyroïdienne supérieure pour former l'arcade rétro-lobaire. Il existe également un pédicule inférieur qui est inconstant et qui est représenté par l'artère thyroïdienne moyenne qui naît soit directement de l'aorte ou du tronc artériel brachiocéphalique. Pour le drainage veineux de toutes ces artères, eh bien, les veines thyroïdiennes supérieures elles vont se jeter dans ce qu'on appelle le tronc veineux thyrolingo-facial, qui lui-même va se jeter dans la veine jugulaire interne. Les veines moyennes vont se drainer dans la veine jugulaire interne directement. Enfin, les veines thyroïdiennes inférieures vont se jeter dans les veines brachiocéphaliques. Les collecteurs lymphatiques vont se drainer en haut vers les lymphonoeux pré-laryngés, en bas vers les lymphonoeux pré-trachéaux et latéralement vers les lymphonoeux de la chaîne jugulaire interne. Nous allons maintenant parler de l'innervation de la thyroïde. Alors il faut savoir que la thyroïde a une innervation double, elle est sympathique et parasympathique. L'innervation parasympathique provient du nerf vague. Le nerf vague gauche, représenté ainsi, et le nerf vague droit. Ils vont les deux donner les nerfs récurrents laryngés. Le nerf récurrent laryngé qui va naître du côté gauche au niveau thoracique, sous la crosse aortique, et puis cheminer en arrière de la thyroïde, participant ainsi à son innervation. De l'autre côté, on a également un nerf vague qui va passer en dessous du tronc brachiocéphalique, qui va aussi poursuivre son chemin derrière les lobes thyroïdiens, le lobe thyroïdien droit. Et puis, on a également un autre nerf, c'est le nerf thyroïdien supérieur, qui va également naître du vague et qui va se terminer en 2 branches. Une branche supérieure, c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle le nerf laryngé interne, et on a également le nerf laryngé externe. Le nerf laryngé externe qui va en fait cheminer en traversant le muscle cricothyroïdien qu'on ne voit pas ici parce que le schéma est un peu pas très précis. Et donc, le muscle cricothyroïdien sera en effet le seul muscle du larynx qui n'est pas innervé par ce nerf récurrent, ce nerf laryngé interne. Et en fait, le nerf laryngé supérieur et le nerf laryngé externe vont les deux participer à l'innervation de la thyroïde. L'innervation sympathique de la thyroïde va provenir
de rameaux des ganglions de la chaîne sympathique. La chaîne sympathique, elle est plutôt postérieure, mais on va la représenter latéralement pour mieux voir ses branches. Ici, le ganglion cervical supérieur et là, le ganglion cervical moyen. Et en fait, le ganglion cervical supérieur va donner des branches pour la partie supérieure de la thyroïde et le moyen va donner des branches pour la partie inférieure.